Comme vous l'avez entendu, pour ceux qui ne le souhaitent pas, coupez votre caméra si vous ne souhaitez pas être vu, en tout cas, voilà, dans l'enregistrement de ce webinaire. Donc, je recommence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup à ce webinaire consacré aux compétences clés. Donc, moi, je suis Aude Delpech pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc déléguée régionale de la NFH Occitanie. Je suis très contente d'ouvrir ce séminaire, avec vous. Oui, elle a envoyé un mail. Alors, je pense qu'il y a des micros qui sont ouverts parce qu'il y a plusieurs sons que j'entends derrière moi. Est-ce que peut-être que vous pouvez couper pour ceux qui ont la main le son des uns et des autres? Ça doit être bon. Donc, je disais effectivement très contente d'ouvrir ce webinaire avec vous tous parce que les compétences clés, pour le coup, au sens large, restent un dispositif quand même phare dans la politique de la NFH depuis plusieurs années. Je demandais aux conseillères formation qui sont autour de moi ce matin à peu près depuis combien de temps la NFH et notamment la NFH en Occitanie travaille sur ce sujet-là. On m'a dit que c'était depuis déjà 2013 qu'il y a beaucoup d'actions qui sont conduites et des actions qui sont proposées auprès de nos établissements adhérents pour justement favoriser la sensibilisation dans les établissements sur cette question des compétences clés, pouvoir repérer les publics qui sont en situation de compétences clés dans les établissements et pouvoir aussi vous proposer des actions de formation ou en tout cas des parcours de formation qui permettent à ces publics-là finalement de s'inscrire dans un parcours de développement des compétences et voir derrière de beaux parcours aussi de qualification. Donc un sujet clé pour la NFH qui s'inscrit dans le projet stratégique 2020-2023 et parce qu'il est justement inscrit dans le projet stratégique 2020-2023, depuis 2021, il y a eu un gros dispositif nouveau qui a été mis en place, qu'on appelle le dispositif national maintenant autour des 4 C, qui pour des compétences clés et des carrières qui a été mis en place. Et donc, ce gros dispositif, et c'est dans ce cadre-là, dans lequel il y a toute une boîte à outils pour les établissements qui est aujourd'hui proposée et qui va effectivement des actions de sensibilisation comme on fait aujourd'hui auprès de vous autour de la table, directeur, cadre, responsable de formation, conseiller en insertion, je crois, référent handicap, bref, toutes les personnes qui peuvent être en position à un moment donné d'aller finalement repérer ces publics en situation de fragilité dans les établissements. Donc, ce package autour de la sensibilisation et puis aussi, on le redira tout à l'heure avec les différents intervenants, une offre de formation que la NFH aujourd'hui propose et qu'on déploie en Occitanie, une offre de formation pour pouvoir justement prévoir des positionnements et des parcours de formation et de qualification pour ces publics-là. Voilà sur les quelques mots d'introduction sur lesquels je voulais revenir. Juste remercier également par avance à la fois pour le travail qu'elles font déjà auprès des établissements et qu'elles vont donc poursuivre également. Je voulais remercier donc les 2 cabinets qui nous accompagnent sur cette démarche-là et qui vont nous accompagner ce matin. D'une part, Alpe Formation, l'organisme Alpe Formation qui est représenté ce matin par Madame Claire Marx, qui va du coup œuvrer ce matin pour vraiment travailler avec vous, échanger avec vous sur cette dimension sensibilisation autour des compétences clés et notamment la manière dont finalement vous pouvez vous saisir de ces enjeux, dans quelle mesure et comment on met en place une politique de communication, une politique de sensibilisation en interne au sein des établissements sur cette dimension-là. C'est ce que vous allez voir donc du coup avec Claire Marx de l'organisme Alpe Formation. Et puis je remercie également du coup Véronique Martin de AMS Grand Sud qui prendra aussi la suite de Claire Marx après son intervention pour nous parler beaucoup plus du coup de la question des parcours de formation, des fameux parcours agents pour ces personnes en situation là, de difficulté sur les compétences clés et qui vous présentera de manière plus détaillée l'ensemble du parcours agent qui est proposé et dont le prestataire, vous l'avez compris, est AMS Grand Sud pour nous en Occitanie et qui se chargera de déployer ces actions de formation dans vos différents établissements. Voilà, donc merci à AMS Grand Sud et à Alpe Formation de nous animer ce webinaire aujourd'hui. Et puis, dernier message clé, et je m'arrête là, que je voulais vous faire passer. L'idée aussi, après ce webinaire de sensibilisation, c'est d'aller repérer avec vous, établissement, les thématiques sur lesquelles potentiellement vous auriez un sujet à approfondir, à travailler justement autour de cette sensibilisation, de cette politique de communication, de politique interne, puisqu'il est prévu le 10 et 11 octobre prochain, le 10 à Montpellier, 10 octobre à Montpellier et le 11 octobre à Toulouse, des ateliers qui vous sont proposés pour vous qui êtes autour de ce webinaire aujourd'hui pour justement approfondir
des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez être mieux outillés ou travailler pour accompagner au mieux ces publics-là. Donc, n'hésitez pas. Il y a à mes côtés, du coup, Anissa Boukafli, qui est conseillère formation à la délégation Midi-Pyrénées, Florence Bockel et Béatrice Fabre, que vous ne voyez pas tout de suite dans la caméra, mais que vous verrez tout à l'heure, qui sont conseillères formation en Languedoc-Roussillon et qui sont là aussi aux côtés des prestataires pour aller repérer ce matin ces thématiques qu'il s'agira de travailler ensemble, si vous le souhaitez, le 10 et 11 octobre prochain. Ceci étant dit, je laisse vraiment, je crois, Madame Marx prend la parole. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous dis à bientôt de mon côté. Merci beaucoup, Madame Delpech. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai été bien présentée, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Simplement, l'ALPES, on est un organisme de formation et de conseil basé à Lyon, mais on intervient donc, en tant que prestataire de formation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, pour ces prestations de sensibilisation au niveau national pour le compte de l'ANFH. Donc, on est un organisme qui est spécialisé sur le champ des compétences de base. Donc, c'est notre cœur de métier, autant en tant que praticien qu'en tant que consultant, on va dire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir AMS que je ferai intervenir tout au long de ce webinaire pour venir préciser et rendre un peu plus concret en fait, les éléments que je vais vous apporter. Je vais vous partager mon écran. Donc, il y a mon collègue Jean-Baptiste Ramon qui est en back-office, on va dire, qui fait la technique. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer des messages directement dans le chat. Si vous rencontrez des problèmes techniques, il peut vous aiguiller. Donc, notamment, si vous ne voyez pas l'écran, n'hésitez pas. Alors, ça arrive. Toujours le petit délai technique. Hop. Voilà, je précise que tout ce que je vais projeter ici, en fait, ça vous sera envoyé par la suite. Donc, vous aurez la possibilité de consulter ces documents, voire de les diffuser au sein de vos établissements. Donc, on se voit aujourd'hui pour cette sensibilisation sur le dispositif 4C et sur les compétences clés. C'est un webinaire donc, qui va durer environ 2 heures, sachant qu'on va laisser du temps pour les questions. Tout au long du webinaire, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, ça me sera relayé et on pourra vous répondre à plusieurs voix si besoin. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voulais faire un petit préambule. En fait, pourquoi les compétences clés en situation de travail ? C'est important de bien situer en fait, les compétences clés dans un contexte et se dire que l'ensemble des établissements de la fonction publique hospitalière, comme le monde du travail en général, en fait, vous êtes confrontés à une croissance de la traçabilité, des normes qualité. Il y a une importance maintenant décisive de la transmission des informations dans les situations de travail. Et on constate en fait que ces changements de taille créent des nouvelles exigences et que les agents, quel que soit leur niveau de qualification ou leur poste, doivent être en capacité maintenant de lire et produire des écrits, d'utiliser des outils numériques et de communiquer des informations orales. C'est très important, et vous allez voir dans mon intervention, je situe toujours les compétences clés dans un contexte, puisque comme on va parler de difficultés, c'est bien de comprendre en fait que les difficultés, elles sont avant tout créées par les situations et pas par les individus. Donc, de comprendre aussi qu'un même agent, peut-être il y a 20 ou 30 ans, finalement, il n'était pas confronté à autant d'écrits, de numérique ou même de communication orale. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est très parlant. Comme dans le milieu hospitalier comme dans l'industrie, on est passé d'un modèle plus comme Charlie Chaplin, vous voyez, on exécute une tâche, à un modèle d'opérateur de production qui doit prendre du recul, qui doit remonter des informations, qui doit renseigner des documents, qui doit analyser. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que c'est la situation de travail qui crée aussi la croissance des compétences clés au travail, au poste. Claire, pour l'instant, on ne voit pas ton diaporama. Je sais pas si alors, pardon. Donc là, c'est un problème. C'était peut-être l'introduction. Non, pas du tout. Il y a bien un diaporama. C'est bien de me le dire. Alors, je le partage à nouveau, excusez-moi. Hop. Est-ce que cette fois, c'est bon? C'est parfait. Super. Alors justement, donc je l'ai dit, comme c'est la croissance des normes, la croissance des normes qualité, de la traçabilité, ça crée des situations de difficulté. Donc c'est des difficultés très, très concrètes. Je vais quand même me mettre en plein écran, que ce soit plus agréable pour vous. Alors je vous ai listé des situations concrètes de difficultés. Par exemple, un agent qui a été scolarisé en France, qui jusque-là a masqué ses difficultés, mais se retrouve en difficulté, ne parvient pas ou difficilement à rédiger un message sur un cahier de transmission, à se référer à des protocoles écrits
à utiliser le logiciel de transmission de l'établissement ou à fournir des explications claires et structurées pour expliquer un problème rencontré ou s'adresser à différents interlocuteurs au sein de son service. Ça peut aussi être une situation très concrète de difficulté. C'est un agent qui développe des missions à responsabilité ou qui va exercer certaines tâches administratives, qui ne parvient pas ou difficilement à établir des plannings, des documents sur l'outil informatique, à rédiger des mails ou encore à rédiger un petit rapport. Une autre situation, c'est par exemple un agent de langue maternelle non francophone qui rencontre des difficultés pour comprendre des consignes transmises par la hiérarchie, échanger des informations avec ses collègues ou répondre encore à des questions orientées des usagers et des résidents. Et enfin, donc c'est une situation que vous connaissez tout particulièrement en fait, dans les établissements hospitaliers, c'est un agent qui souhaite évoluer et qui ne parvient pas ou difficilement déjà à identifier les possibilités d'évolution qui s'offrent à lui ou à elle, quels métiers sont accessibles, quelles sont les étapes à franchir pour atteindre ses objectifs, qui ne parvient pas non plus à rechercher efficacement des informations, date de concours, postes vacants, identification de personnes ressources que je peux contacter, et qui a du mal, bien sûr, parce qu'il est un peu en déficit, à intégrer un parcours de formation ou une préparation au concours. Ça, c'est une situation qu'on rencontre souvent, c'est aussi la déformation de l'info. C'est-à-dire que quand on est en difficulté avec les compétences de base, qu'on a du mal à rechercher efficacement une information, on peut aussi mal comprendre en fait, les possibilités d'évolution qu'on a. En tout cas, c'est des personnes qui sont en difficulté, quelles qu'elles soient, en fait, elles développent des stratégies par rapport à ces difficultés. Alors, il y a plusieurs natures de stratégies. Il y a les stratégies qui sont développées par les personnes mêmes, et il y a les stratégies développées par l'entourage. Donc, les stratégies qui sont développées par les personnes, c'est les stratégies d'évitement et de contournement. L'évitement, ça dit bien son nom, c'est qu'on évite d'être pris en défaut. Donc, on va éviter les situations d'écrit, les situations de recherche d'informations sur l'outil informatique, d'utilisation de l'informatique, de résolution de problèmes, de calcul. Ou alors, on va le faire quand même, mais on va mobiliser des ressources très, très importantes et très coûteuses en énergie, du type travailler à la maison, recopier les écrits à la maison, s'isoler pour pouvoir trouver un moment pour ne pas être vu pendant qu'on fait une tâche, mémoriser, apprendre par cœur. Je raconte souvent l'anecdote, alors ce n'était pas dans votre secteur, mais on pourrait très bien le voir dans votre secteur d'une personne qui, en vue des audits qualité, qui avait appris tous les protocoles par cœur, parce qu'il avait du mal à aller chercher à la bonne page pour indiquer à l'auditeur le protocole mis en œuvre. Et puis les autres stratégies, c'est la compensation. Donc la compensation, c'est bien, il y a une notion de solidarité, donc les collègues, par exemple, qui compensent, donc qui font à la place d'eux. C'est aussi l'aménagement de l'organisation du travail. On a vu la croissance donc, dans votre secteur, mais également dans d'autres, dans l'industrie, dans la propreté. Vous savez, la croissance des pictogrammes pour pouvoir justement expliquer et alerter sur la sécurité. D'un côté, c'est bien parce que ça simplifie et ça donne accès en fait, au sens à des personnes qui sont éloignées de la lecture ou de la compréhension. D'un autre côté, ça ne suffit pas parce qu'en fait, des pictogrammes, ça n'explique pas tout. Donc, ça ne rend pas compte de la complexité des fois des informations qu'on a à transmettre. Et puis, ces stratégies, on verra, elles comportent en fait des risques, même si elles partent souvent d'une bonne intention. Elles comportent des risques après pour l'organisation du travail. Alors justement, on est face à des difficultés qui sont liées à des situations, pas forcément à des individus, je l'ai déjà dit. Et donc, c'est là, moi, ce que je veux vous montrer dans cette intervention, c'est bien de comprendre que les compétences clés, ce sont des compétences professionnelles à part entière. Puisque quand on ne les a pas dans une équipe, dans un service, ou quand on les a de manière déficitaire, on a des conséquences négatives. Donc, tout d'abord, il y a des risques qui sont importants, en fait, des consignes d'hygiène ou de sécurité qui sont mal comprises, des informations qui sont mal transmises. Ça limite l'évolution professionnelle, puisqu'on l'a vu, c'est des départs en formation qui sont difficiles. Dans vos métiers, dans vos secteurs, on évolue aussi beaucoup par le concours ou l'examen. Donc, ça, c'est quand on est en déficit de compétences clés, c'est très, très difficile, voire impossible. Et puis, comme les personnes qui sont en difficulté, elles vont développer des formes d'habitude, si vous voulez, de s'appuyer sur des choses qu'elles connaissent. Il y a une grande appréhension face au changement. Donc, dans l'organisation du travail, c'est pareil, c'est du coup difficile d'introduire un changement, changer une équipe. Je l'ai dit tout à l'heure, les stratégies de compensation, si on est 2 par 2, par exemple, on est en binôme, et puis c'est toujours son collègue, le collègue qui fait à la place de l'autre. Le jour où ce collègue n'est pas là, c'est compliqué pour la personne qui est en difficulté.
C'est aussi une perte de temps en fait pour les cadres qui souvent vont faire à la place d'eux ou vont venir corriger des erreurs en fait des erreurs qui devraient pas être là. Et forcément, quand il y a des difficultés, ça crée du stress et des tensions dans les services. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu en fait à s'attaquer à cette question des compétences clés qui dépasse, j'allais dire, même l'enjeu simplement social ou d'être concerné en fait par la question de l'éducation et du droit à la formation. C'est aussi de prendre en compte finalement quel intérêt on a chacun à son niveau au sein d'un établissement à se pencher sur cette question. Alors, pour venir éclairer un peu, parce qu'on parle de compétences clés, mais c'est normal autour de la table, si j'ose dire. La table virtuelle, vous n'êtes pas des experts des compétences clés. Donc, c'est bien qu'on fasse un petit tour de ce que ça veut dire, en fait, les compétences clés. Alors, pour le dire rapidement, en fait, pourquoi on parle de compétences? Parce que c'est bien des savoirs mis en action. Donc, c'est bien des compétences concrètes qu'on mobilise au poste de travail, mais qui relèvent quand même des savoirs généraux. Les savoirs généraux qu'on a appris pour la plupart d'entre nous, en fait, à l'école. Voilà. Qu'on continue d'apprendre dans notre vie de tous les jours, mais le socle de base, on l'a quand même appris à l'école. Alors, ça recouvre la communication orale. Donc, dans le travail, c'est comprendre, décrire, formuler, interagir souvent avec des interlocuteurs divers. Ça, c'est une compétence qui est très spécifique aussi dans votre milieu, que même une personne qui a un premier niveau de qualification, elle va croiser des soignants, elle va croiser des usagers, elle va croiser peut-être des familles. Donc, elle a quand même des interactions qui sont variées, qui sont parfois complexes. C'est la communication écrite, donc comprendre des documents, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, rechercher efficacement une information et rédiger dans différents contextes, c'est-à-dire aussi bien des documents de traçabilité où peut-être qu'il faut mettre juste un mot, mais ce mot, il est important, vous voyez, ou alors peut-être des rédactions un peu plus élaborées, s'il faut expliquer quelque chose, un dysfonctionnement, s'il faut envoyer un mail, voilà, donc tout dépendra aussi des postes de travail occupés par les personnes, bien sûr. Il faut être capable aussi de calculer, donc ça c'est pareil, selon les postes, ça peut être très varié, le type de calcul que vous avez, que les agents ont à réaliser, mais c'est quand même apprécier des quantités, doser, interpréter des taux. Et puis, donc, il y a toute la notion du repérage. Donc ça, c'est des notions qui sont parfois un peu plus difficiles à percevoir parce que vous voyez, quand on le maîtrise, finalement, on ne se rend pas compte qu'on le maîtrise. C'est presque naturel, alors qu'en fait, on l'a aussi appris. C'est la capacité à se repérer dans le temps, donc c'est pouvoir lire des calendriers, des fiches horaires, estimer des durées, se repérer dans l'espace, donc ça peut être très important, mais surtout dans le début d'une carrière, dans des établissements parfois. Alors, je sais qu'il y a plein d'établissements différents représentés ici, mais dans des énormes groupes hospitaliers, par exemple, ça peut être difficile quand même de se repérer dans l'établissement et d'utiliser le plan de cet établissement, voire d'orienter quelqu'un qui demande son chemin. Et puis, bien sûr, il y a le gros bloc qui est le numérique. Le numérique, pour précision, c'est important de dire qu'en fait, il y a encore, je dirais, 10 ou 15 ans, ce n'était pas vraiment une compétence de base. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de postes de travail et de situations de la vie quotidienne où on pouvait fonctionner sans le numérique. Maintenant, en fait, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le travail, on mobilise le numérique constamment. C'est pour ça qu'on peut estimer que c'est un savoir de base, même si on va dire les personnes qui ont au-delà de 25-30 ans, elles n'ont pas appris à se servir du numérique forcément à l'école. C'est plus le cas maintenant pour les enfants qui sont à l'école actuellement. En tout cas, le numérique au travail, mais c'est naviguer, chercher des informations, utiliser des applications professionnelles, pourquoi pas utiliser l'intranet de l'établissement. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je déroule, mais comme je ne vois pas tout le monde. Alors, qui ça concerne en fait, parce que là, on discute des compétences clés. Je discute des compétences clés. Vous voyez bien que c'est très varié, c'est très large. Et il faut se dire que ce n'est pas simpliste non plus. Ça, c'est important aussi de bien avoir cette vision que même si on parle de savoirs généraux, on est quand même au-delà du lire, écrire, compter, vous voyez, puisque les situations qui mobilisent des compétences clés peuvent être complexes. Et souvent, d'ailleurs, des situations de travail, elles ne mobilisent pas qu'une seule compétence clé. Voilà, c'est rare qu'on ait seulement à calculer sans expliquer quelque chose derrière. C'est rare qu'on ait à rédiger un message sans utiliser le numérique. Donc, c'est souvent des compétences croisées. Et par rapport à ça, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent se trouver en difficulté. Donc, c'est ce que j'appelle les profils d'apprentissage. C'est important pour vous de les connaître, même si ce n'est pas l'idée de faire de vous des experts du diagnostic, si vous voulez, parce que ça, c'est plutôt le travail d'AMS Grand Sud ou de nous quand on est prestataire de formation.
C'est plutôt pour vous pourquoi c'est intéressant de comprendre les profils d'apprentissage, c'est comprendre comment on mobilise les personnes vers la formation. Et effectivement, il y a des personnes qui ont des parcours différents, qui fait qu'elles n'auront pas les mêmes sensibilités et les mêmes, on va dire, les mêmes réticences à entrer en formation. Alors, quand on est sur la question des difficultés, en fait, en compétences clés, déjà, on peut se poser une première question pour identifier de quel profil d'apprentissage il s'agit. C'est est-ce que la personne qu'on a en face de nous, elle a été scolarisée? Voilà, c'est une première question. Si la personne n'a jamais été scolarisée, en fait, on va parler d'alphabétisation. Donc, je pense que c'est un terme que vous connaissez, mais c'est peut-être difficile de savoir ce qu'il recouvre, en fait, exactement. L'alphabétisation, donc, c'est des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Ça veut dire, par définition, que ce sont des personnes, en fait, d'origine étrangère, puisque en France, la scolarité est obligatoire depuis bien longtemps. Et donc, vous n'allez plus trouver, en fait, de gens qui ont grandi en France qui n'ont jamais été scolarisés. Ça peut être vrai vraiment à la marge, ça existe dans la communauté des gens du voyage, des personnes qui bougent beaucoup, donc qui ne sont pas ou très peu scolarisées. Mais si vous voulez, le rapport à la scolarité en France est tellement important que même ces personnes-là, elles ne relèvent pas tout à fait de l'alphabétisation. Donc, voilà, les personnes qui n'ont jamais été à l'école, on va le voir tout à l'heure, il y a toute une série de savoirs généraux qu'elles n'ont pas acquis. Et donc, ça ne se voit pas toujours. Vous voyez, parce que ça peut être des personnes qui s'expriment très bien à l'oral, par ailleurs. Donc, on ne le devine pas, en fait, que les personnes n'ont jamais été scolarisées. Si la personne a été scolarisée, on va se poser une autre question, c'est est-ce que cette scolarité a été effectuée en France ou non? Si la scolarité a été effectuée à l'étranger, je le dis à très gros traits parce que si on rentre vraiment dans le détail, on serait un peu plus fin que ça, mais c'est pour comprendre, pour avoir des repères. Si la personne a été scolarisée à l'étranger, on va parler de français langue étrangère, donc FLE. Donc là, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parce que des fois, on parle de cours de FLE. Vous voyez, donc ça désigne à la fois la problématique d'apprentissage, la matière qu'on apprend à l'université quand on veut être prof de FLE, et puis en fait, oui, c'est ça en fait, et puis l'enseignement voilà, du FLE. On verra aussi que ça ne dit pas tout. Simplement, ça dit que c'est des personnes qui ont été scolarisées, donc qui ont quand même un lien avec l'apprentissage que les analphabètes n'ont pas. Voilà. Et puis, si la scolarité a été effectuée en France, là, on est face à deux problématiques en fait, différentes, qui est donc l'illettrisme d'un côté et la remise à niveau de l'autre. Donc, je vais détailler un petit peu pour que ce soit plus clair pour vous. Alors voilà, le gros tableau. Donc, pour détailler un peu, donc j'ai parlé de français langue étrangère tout à l'heure. Il faut savoir aussi, si je le précise un peu en préambule, c'est intéressant de bien comprendre que les problématiques d'apprentissage, ça ne veut pas dire le niveau. Vous savez, c'est normal, c'est des questions qui sont peu connues en fait. Quand on entend illettré, analphabète, des fois on va se faire des représentations. Un illettré, il ne sait pas du tout lire ou écrire, par exemple. Un analphabète, bon, on ne sait pas bien ce que c'est, on ne sait pas bien la différence. En fait, nous, en tout cas, comme on l'aborde, ce n'est pas tellement la question du niveau qui est intéressante, mais plutôt la question de la problématique. Pourquoi? Je le dis encore une fois, c'est par rapport à la motivation à entrer en formation. Quelqu'un qui est FLE, il a été scolarisé dans son pays d'origine, il a un défaut de langue généralement en français, puisque le français n'est pas sa langue maternelle. Donc, c'est une personne qui a un enjeu en fait à apprendre correctement le français à l'oral et puis à apprendre l'écrit, l'expression écrite en français s'il a besoin. La difficulté pour cette personne-là supplémentaire va être si c'est une personne dont vous savez, l'alphabet n'est pas latin, parce que voilà, c'est un peu comme moi, si j'apprends le japonais, ça va être plus difficile que si j'apprends l'espagnol. Voilà. Mais si vous voulez, il n'y a pas de point de blocage à rentrer en formation a priori. Parce que y a, en fait, souvent, je suis coincée à cause du français dans mon travail, je vais prendre des cours de français. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué finalement à ça, puisqu'il n'y a pas de honte à ne pas connaître une langue qu'on n'a jamais appris, si vous voulez. Je vais nuancer en disant que bien sûr, c'est des personnes qui n'ont pas toutes le même parcours. Donc, selon qu'on a été scolarisé jusqu'en primaire dans son pays, au collège, ou alors qu'on a été jusqu'à l'université, évidemment, on n'a pas la même appréhension par rapport aux savoirs généraux et par rapport à l'apprentissage. Mais quand même, si vous mobilisez des FLE dans votre établissement pour une formation, généralement, vous allez avoir des gens qui sont partants. Voilà. Les analphabètes, c'est un peu la même chose, sauf que c'est plutôt, j'ai jamais été à l'école, donc l'école, c'est une chance. Souvent, c'est ça. C'est des personnes, elles n'ont pas choisi de ne pas être allées à l'école, quoi, si vous voulez. Ce qui est difficile pour les personnes analphabètes, il faut bien comprendre, c'est que le français n'est pas leur langue. Ça ne veut rien dire sur leur niveau d'oral, encore une fois, puisqu'il y a des analphabètes qui sont en France depuis très longtemps, qui viennent de pays où le français est parlé. Vous voyez, je pense aux pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, les pays francophones, où en fait, on peut avoir des gens qui ont un très bon niveau à l'oral.
Mais eux, l'enjeu, si vous voulez, c'est qu'il faut les alphabétiser dans une langue qui n'est pas la leur. Vous voyez, c'est quand même un peu complexe. C'est un peu comme si vous n'étiez jamais allé à l'école. Je vais reprendre mon exemple du Japon. Vous allez habiter, je ne sais pas, à 30 ans, vous partez au Japon. Vous n'avez jamais appris à lire et écrire le français. Et il va falloir apprendre à lire et écrire directement en japonais. Donc, malheureusement, les organismes de formation comme nous, comme AMS, on n'a pas dans notre staff des gens qui écrivent et lisent toutes les langues, parce que ce serait ça, l'idéal. Mais voilà, on n'a ni les moyens ni le temps de le faire, vous imaginez bien. Mais du coup, il faut bien se représenter que pour ces personnes-là, l'apprentissage peut être long et qu'on est quand même sur un autre niveau, d'autant plus qu'il y a d'autres savoirs généraux qui n'ont pas été acquis. Parce que là, je propose une entrée par la langue, c'est pour que vous compreniez bien, que ce soit clair et qu'il n'y ait pas trop d'infos données d'un coup. Mais vous imaginez bien que si on n'a jamais été à l'école ou très peu, on n'a pas non plus acquis la numération, les calculs, le repérage dans le temps et l'espace. Donc, il y a beaucoup de choses en fait à travailler. Ceci étant dit, je le dis aussi, les analphabètes, comme tous les autres, ils développent des stratégies qui sont parfois très performantes, qui leur permettent de développer des acquisitions. Donc, on ne remplit pas des verres vides, si vous voulez. Ça, c'est important de le dire aussi. Enfin, on en vient à notre sujet qui est peut-être le plus complexe, en fait, en tout cas pour vous, établissement. Donc, c'est les personnes en situation d'illettrisme. Donc, ce sont des personnes qui ont été scolarisées en France et qui ont eu des parcours scolaires parfois très erratiques, ou parfois jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Mais dans tous les cas, ce sont des personnes qui ont développé des blocages par rapport à l'apprentissage. Les mécanismes de la lecture et l'écriture, mais aussi des autres savoirs potentiellement ont été mal acquis. Donc, il y a un enjeu pour ces personnes-là à se réconcilier en fait avec l'apprentissage. Et donc, c'est des personnes qui se cachent bien souvent, qui vont dissimuler leurs difficultés. Pourquoi? Si je fais le parallèle avec ce que j'ai expliqué sur les FLE, les FLE, ils ne connaissent pas le français, c'est normal, ce n'est pas leur langue. Une personne en situation d'illettrisme qui a du mal à rédiger, même si elle écrit par ailleurs, mais qui fait plein d'erreurs, qui a du mal à structurer, elle est un peu la honte, quoi, parce qu'en fait, c'est sa langue, voilà, le français. Pareil, elle a étudié les calculs, les mathématiques en France, mais elle n'arrive pas à faire un calcul de tête. C'est difficile à assumer, en fait, devant les collègues, devant voir l'entourage proche, parfois. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que quand vous allez mobiliser, j'espère que vous allez mobiliser des personnes pour participer à ces formations, le public en situation d'illettrisme, c'est souvent le public le plus difficile à toucher et pourtant, c'est les personnes qui en ont vraiment besoin de ces formations, qui sont bloquées dans leur évolution. Ce que je n'ai pas dit aussi, mais c'est important, c'est que quand on masque ces difficultés, souvent, on va développer des stratégies importantes du coup pour quand même, si vous voulez, répondre aux exigences. Et donc, bien souvent, les personnes en situation d'illettrisme, ce sont d'excellents professionnels. Et ils sont démasqués, entre guillemets, au moment où, en fait, il y a une nouvelle procédure qui est mise en place, il y a quelque chose qui change dans l'organisation, et là, on se rend compte que la personne est en difficulté. C'est bien souvent des personnes aussi qui refusent de prendre des responsabilités pour les mêmes raisons. Alors qu'en fait, quand on les voit sur le terrain, on se dit ça serait bien que cette personne elle puisse monter en responsabilité. Ça va, donc alors ça fera l'objet, du coup, et ça a été dit en introduction, il y aura des ateliers en présentiel en octobre. Je vous invite à y participer parce que ça sera une des thématiques. C'est comment on repère les personnes en situation d'illettrisme et comment on les accompagne. Voilà, parce que c'est bien spécifique, comme vous l'avez compris. Et puis la dernière problématique, en fait, c'est la remise à niveau. Donc là, on est sur le cas de personnes, c'est un peu plus simple en fait. C'est des personnes qui ont des acquis de la scolarité un peu incomplets. Et en fait, souvent, quand elles ont envie d'évoluer, de passer un concours, elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Mais si vous voulez, souvent, il y a des choses qui ont été oubliées parce qu'elles les sollicitent très peu en situation professionnelle. Mais il n'y a pas de blocage particulier. Et donc, bien souvent, c'est des personnes pour qui, finalement, ce petit coup de pouce de formation, ça va suffire à les remettre à niveau. C'est bien le terme, remise à niveau, et donc à leur permettre d'évoluer. Donc, souvent, ces personnes-là, elles ne sont pas difficiles à mobiliser. Et d'ailleurs, très souvent, c'est elles qu'on va trouver dans les parcours. Quand on dit, on entend remise à niveau, en fait, souvent, c'est ces personnes-là qu'on touche le plus facilement. Et donc, c'est très bien. Heureusement qu'on les touche, heureusement qu'il y a de la place pour elles. Mais vous voyez, il ne faut pas que ça masque d'autres natures de difficultés qui sont un peu plus profondes, donc pour les personnes en situation d'illettrisme. Voilà sur les problématiques. Je marque une petite pause si jamais il y a des questions. Parce que je vais beaucoup parler, donc il ne faut pas hésiter à intervenir si vous souhaitez. J'enchaîne. Alors, je vous propose, c'est pour illustrer tout ce que je viens de dire en fait.
On passe par l'écrit, encore une fois, il y a plein d'autres savoirs dans les compétences clés, donc il ne faut pas rester que bloqué sur l'écrit, mais l'écrit, c'est assez significatif. Donc, je vais vous proposer de prendre un petit temps pour lire cet écrit pour vous. Et puis, si quelqu'un veut se lancer, on n'est pas trop nombreux, je proposerai à quelqu'un de le lire à voix haute. Puis, on en discutera ensuite. Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'essayer de le lire à voix haute, comme il le comprend, hein? Bonjour, donc je suis Catherine, je vais me lancer. Bonjour du Villeurbanne. Je joue avec des amis et des amis à la mer du Nord. À bientôt, Philippe. Ok, merci. Est-ce que c'est pareil compréhensible du coup? Est-ce que c'est... Je comprends qu'il joue avec des amis à la mer, voilà. Ok. Mais pas plus. Pas plus. Alors, vous voyez, je me permets, je le commente cet écrit. J'ai jamais trouvé mieux comme écrit pour illustrer la situation d'illettrisme. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup, cet écrit. Donc, c'est très représentatif, vous voyez, parce que c'est un écrit où on voit bien que la personne, elle a été à l'école, puisqu'il y a certains codes, en fait, qu'elle maîtrise ou qu'elle ne maîtrise pas, mais en tout cas, il y a des choses qui ressortent. Vous voyez, il y a le A accent, la mer du Nord, Nord avec un N majuscule, écrit correctement, voilà, le Nord, il écrit correctement. Et à la fois, il y a des choses qui sont complètement incohérentes, mais sur lesquelles on peut pas vraiment mettre de sens, vous voyez, parce que ce n'est pas vraiment phonétique non plus. Le message, c'est « Bonjour de Villeurbanne, c'est l'été. Je joue avec des amis et des amis. » Donc, c'est l'été, pourquoi l'écrire comme ça? C'est difficile à dire. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que, en fait, c'est juste pour bien illustrer qu'il n'y a pas de réponse recette pour les personnes en situation d'illettrisme, puisqu'il y a un grand micmac souvent de choses qu'elles ont apprises ou qu'elles croient avoir retenues, mais en fait pas vraiment. C'est souvent des personnes qui vont vous parler des règles, par exemple, de grammaire, mais en mélangeant tout, vous voyez. C'est des souvenirs très brouillons, en fait, de l'école, et souvent en plus teintés d'aspects négatifs. Donc, vous voyez, la réponse formative en face, c'est pour vous dire aussi qu'il y a plein de choses à déconstruire pour reconstruire derrière. Donc, c'est aussi pour vous faire comprendre, en fait, que ce sont des parcours nécessairement un peu longs, parce que c'est pas en 20 heures en fait qu'on va revenir sur. Alors, l'idée, c'est pas forcément que les personnes écrivent parfaitement en sortant du parcours. Il y a des objectifs très concrets qui sont fixés. On y reviendra tout à l'heure avec AMS. Mais par contre, il faut comprendre que la difficulté, elle est de nature, elle est importante. Et quand on est sur l'écrit, quand même, quand on parle d'illettrisme, il y a plein de niveaux d'illettrisme. Il y a des gens qui ne sont pas du tout capables d'écrire aucun mot. Il y a des gens qui peuvent écrire des petits messages comme ça. Il y a des gens qui écrivent même des choses un peu plus complexes. Mais quand même, la caractéristique, c'est que ce n'est pas tout le temps compréhensible. Voilà. Et que c'est des erreurs difficiles à comprendre, à identifier. Alors, je vous en projette un autre qui est un peu plus facile, je pense, à comprendre. Quelqu'un veut le lire? Je vous le lis. Il serait possible que Madame X ait un body car tous les matins, elle met des selles de parterre dans sa chambre. Donc voilà, donc ça c'est quelqu'un qui travaille en établissement hospitalier. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est une personne en situation d'illettrisme. En fait, il y a des erreurs qui sont très communes, de confondre par exemple le EST, de mélanger tous les L, là, vous savez, les AIT, les EST, les AI. Bon, ça c'est très courant en fait comme erreur, on peut y remédier. Simplement, voilà, le problème, c'est sur des messages comme ça, c'est quand on ne comprend pas. Vous voyez, là, c'est compréhensible si on est vraiment dans le contexte, mais il y a un risque quand même d'erreur. C'est pour ça, je reviens à mon histoire de situation, problème, c'est que cette personne en soi, si elle n'avait rien à écrire dans son travail, en fait, ce n'est pas forcément un souci. C'est plutôt pour elle après. Est-ce qu'elle a envie d'écrire bien, etc. Mais par contre, là, dans son travail, ça peut poser problème. Voilà, sa difficulté à l'écrit. Alors, je vous en projette un autre qui n'est pas dans votre secteur, mais qui illustre bien. C'est pour comprendre les différentes problématiques. J'aimerais bien qu'il y ait une voix pour le lire. Véronique, tu veux essayer? J'active mon micro. Bonjour à tous.
Dans mon travail, je préparais une machine pour l'expédition de faire les chargements des camions. Les camions. Alors, on t'entend avec un petit souffle, Véronique, je vais juste relire derrière. Donc, dans mon travail, je prépare les machines pour l'expédition, je fais le chargement des camions. Donc là, vous voyez, c'est une personne justement qui relevait de l'analphabétisme. En fait, c'est bien sa problématique d'apprentissage, mais qui a appris à écrire des choses grâce à la formation, entre autres. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans la logistique. Hein. Ce n'est pas votre secteur, mais il est intéressant cet écrit. Pour dire que, pour le coup, vous voyez là, c'est quelqu'un qui est arabophone. On entend un petit peu la langue dans l'écrit. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour ne pas confondre, hein, des fois, on parle de phonétique. Les illettrés, ils écrivent en phonétique. Les illettrés, ils n'écrivent pas en phonétique, puisqu'en fait, leur langue, c'est le français. Donc, c'est pas le souci. Vous voyez. Par contre, des personnes de langue maternelle non française, voilà, qui apprennent à écrire, lui, il y a un peu ça. Il essaie de traduire un petit peu ce qu'il entend. Et en même temps, il a appris des choses du code écrit français. Donc, il sait que, par exemple, le que, on peut l'écrire QU, on peut l'écrire C. Donc, il essaye, parce qu'il ne maîtrise pas tout, en fait. Donc, c'est juste pour vous illustrer aussi, parce que vous voyez, quand vous voyez un écrit comme ça, vous pouvez vous dire « Ouh là 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 là, mince !» Mais en même temps, pour la personne, c'est un parcours qui est gigantesque, parce que vous voyez, de passer de jamais avoir appris à écrire formellement, à pouvoir produire un message comme ça, qui n'est pas tout à fait compréhensible, mais qui peut continuer d'améliorer, c'est beaucoup. Voilà. Et vous voyez bien, ce n'est pas la même nature d'écrit. Hein. Alors, je vous en projette un autre pour aller un peu plus vite, je vais vous le lire. Hein. Donc, la lumière ne fonctionne pas dans les vestiaires. Vous pouvez, s'il vous plaît, contacter le technicien. Merci. Donc là, on est dans le cas de quelqu'un qui a été scolarisé à l'étranger, en fait. Voilà, il y a certains mots qu'il a du mal à orthographier. Voilà, technicien. En même temps, on sent bien qu'il y a des bases, hein, vous voyez, parce que la phrase, elle est construite. Puis après, c'est juste des choses à revoir. Voilà, le problème là, ça sera intéressant en formation de bien maîtriser, vous voyez, le lexique professionnel, hein, ce que AMS Grand Sud fait, parce que du coup, là, c'est dommage, on ne sait pas qui contacter, vous voyez. Donc, ça se résume à pas grand-chose. L'idée, ce n'est pas forcément que la personne, encore une fois, elle puisse écrire parfaitement, mais se dire, je peux écrire technicien, je peux écrire le nom des emplois, vous voyez, parce que c'est important, justement, dans la transmission de l'information. Alors, tout ça, encore une fois, hein, déjà parce que ça vient un peu illustrer, et puis que vous puissiez bien comprendre qu'on parle des compétences clés, mais on est face à une diversité de problématiques et à une diversité très, très importante de situations problèmes. Voilà. Alors, face à ça, évidemment, il y a une réponse. Hein. On est bien là aujourd'hui pour trouver des réponses à ces problèmes. Parce que je le dis aussi, puis je l'approfondirai en présentiel lors des ateliers, mais quand vous allez repérer des personnes en difficulté, l'enjeu, bien sûr, c'est de proposer une solution. Si on repère pour repérer, ça met le doigt sur le problème, mais c'est un peu dommage par la suite. Donc, il faut vraiment que ce soit une démarche positive, en fait, hein, qui permette aux personnes d'accéder à des vraies solutions. Alors, le dispositif 4C, je vais le présenter très rapidement, puis je laisserai la parole à Véronique d'AMS pour qu'elle vienne illustrer un petit peu concrètement. Donc, vous l'avez compris, il y a plusieurs phases en fait dans ce dispositif 4C. Il y a la sensibilisation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, le webinaire. Il y a l'idée de professionnaliser l'ensemble des acteurs. Donc, ça, c'est vraiment important puisque c'est vous qui êtes au contact avec les agents, c'est vous qui identifiez les problématiques. Chacun à votre niveau, chacun à votre poste dans votre établissement, vous avez un rôle à jouer. Donc, ça va être l'enjeu de ces journées en présentiel d'octobre, hein, de pouvoir vous accompagner, à repérer, à orienter, à accompagner les agents de manière plus approfondie et aussi plus articulée à vos contextes, voilà, pour que vous puissiez repartir avec des outils bien concrets à mettre en œuvre en situation. Et puis, le bloc, bien sûr, qui nous intéresse, c'est la formation des agents. Donc, ce sont des parcours personnalisés en fonction des besoins des agents. Alors, je précise juste aussi qu'il y a, bien sûr, ce dispositif, il est ouvert à tous et à toutes, hein, il n'y a pas du tout de restriction. Il n'y a pas de prérequis d'ailleurs à avoir pour entrer dans ce dispositif. Simplement, la NFH a bien sûr identifié peut-être des métiers, des filières dans lesquelles les difficultés aux compétences clés sont un peu plus prégnantes, mais c'est normal, hein, c'est en lien aussi avec le niveau de qualification. C'est évident, hein, si on a un bac+3, bac+4, il y a peu de chances qu'on ait ce besoin. Voilà, donc vous voyez que c'est très varié. En fait, je ne vais pas tous les lire. Hein. Simplement, je trouvais ça intéressant aussi pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la mobilisation des compétences de base. Compétences clés, compétences de base. Vous voyez bien que quelqu'un qui est maçon, par exemple, s'il est très en difficulté pour se repérer dans l'espace, lire des plans,
ça va être beaucoup plus compliqué pour lui que quelqu'un qui est agent de bionettoyage, ou peut-être le plan, une fois qu'il s'est repéré dans l'établissement, c'est quand même moins décisif dans son travail. De la même manière, quelqu'un qui est gestionnaire de stock, voilà, les difficultés en calcul à un certain niveau, ça va, vous voyez, ça va vraiment le coincer, quoi, s'il veut aller plus loin. Voilà, ce qui est peut-être pas le cas, peut-être d'une lingère ou d'une couturière. Vous voyez, donc c'est aussi ça, hein, la capacité à s'adapter. C'est vraiment de pouvoir identifier dans ces situations de travail qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui est prégnant dans ces situations de travail ou dans les projets des agents. Parce qu'ils peuvent avoir un poste qu'ils occupent sans problème et qui mobilise des compétences clés dont ils disposent, et puis vouloir évoluer vers un poste où les compétences clés mobilisées vont être à un meilleur niveau et où ils vont se retrouver du coup bloqués. Voilà. Alors, je vais passer la parole du coup peut-être à Véronique, si tu es prête, pour nous expliquer concrètement comment ça se passe. Donc déjà, comment vous organisez la formation des agents à MS Grand Sud? Non, j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai enlevé mon micro. Ça souffle un petit peu. Ça souffle encore un petit peu. Alors là, ouais. Bon, je vais essayer de ne pas trop souffler en plus. Au niveau de la formation des agents, avant de rentrer en formation, on fait un travail de positionnement. Ce qui est bien, c'est déjà d'avoir repéré de votre côté que ces personnes ont besoin de ces formations de compétences clés parce que, comme le disait Claire, ce n'est pas des personnes qui vont aller naturellement vous demander de suivre une formation. Parce que pour eux, ils évitent le sujet. C'est tabou, c'est pas forcément nécessaire pour leur emploi parce qu'ils sont là depuis plusieurs années et qu'ils font leur travail. Maintenant, ça va les bloquer dans leur évolution, ça va les bloquer pour des concours éventuels, ça va les bloquer dans des acquisitions de nouvelles techniques, donc dans du changement. Nous, on va commencer avec eux avec un bilan de positionnement initial qui dure 3h30. Donc, on convoque 3 agents par demi-journée pour pouvoir les évaluer. Dans ce positionnement, il y a une phase d'information, pourquoi on est là. Il y a une phase de test qui soit écrit, oral ou informatique, avec un enrichissement informatique. Et tous les tests sont liés à leur métier. Donc, on a identifié avec la MFH plusieurs métiers. Donc, il y a des métiers d'ASH, il y a des métiers d'agent d'entretien, il y a des métiers d'AES, des métiers d'agent administratif, des métiers d'aide-soignant et des métiers de cuisine. Et tous les tests sont contextualisés à leur métier, ce qui leur permet d'être dans un environnement qu'ils connaissent et un vocabulaire qu'ils connaissent. Suite à ce bilan de positionnement ou à l'intérieur de ce bilan de positionnement, il y a aussi un entretien pour voir quels sont leurs projets, pourquoi ils souhaitent mettre en place cette formation. Ces formations de compétences clés, elles ne peuvent fonctionner que si les agents sont volontaires. Si un agent y va parce que son employeur lui a dit qu'il fallait y aller, il va falloir quand même à un moment donné qu'il ait sa démarche personnelle pour rentrer en formation. Sinon, il va subir la formation et pas y adhérer. Après, nous, on saura, lors du bilan de positionnement, lui expliquer pourquoi c'est important pour lui de suivre cette formation, mais il faut quand même qu'il y ait une adhésion de sa part. On ne peut pas juste le convoquer en disant votre employeur a dit que vous devez venir. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une explication en amont. Donc, à l'issue de ce bilan de positionnement… Ce que je peux préciser, pardon Véronique, je me permets, c'est aussi important que les agents, quand vous les sensibilisez, ils sachent que par contre, ils peuvent aller au bilan de positionnement initial sans suivre la formation derrière. Ça, c'est important parce que pour des personnes qui ont des réticences, en fait, ça fait une première étape. Et du coup, c'est moins engageant. Et après, c'est à décider. Et ce que dit Véronique, c'est juste, c'est qu'au moment du positionnement, l'organisme, il est bien à même de sentir est-ce que c'est judicieux en général déjà, et est-ce que c'est judicieux maintenant. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas prêtes, qui pourront rentrer en formation plus tard, en fait. Pardon, je te laisse continuer. Oui, non, mais j'ai oublié de dire en préambule que je ne suis pas toute seule d'AMS dans ce webinaire. Cathy Nickel est avec moi et elle est coordinatrice pédagogique. Donc, sur des questions plus de contenu pédagogique ou de structuration, n'hésitez pas à l'interpeller si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, Cathy va venir en complément de moi aussi.
Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je précise juste aussi que pour les positionnements, ça permet aussi souvent aux candidats de les rassurer. Voilà, souvent, on a des candidats qui viennent là pour savoir un petit peu où ils en sont. Voilà. Et donc, l'entretien aussi est très important et permet de réconcilier un petit peu parfois avec une reprise d'études ou une poursuite de la formation. Ouais. D'où l'importance de ne pas le présenter comme un test aussi. Ouais. Voilà, on parle de l'agent, mais bien un entretien. On est vraiment dans une logique d'accompagnement de parcours, hein, voilà, et d'encouragement. Ouais. Alors Véronique, je t'invite à bien te rapprocher de l'ordinateur parce qu'il y a quand même un souffle assez important. Alors, on va essayer de le faire comme ça. J'espère que ça va mieux. Ouais, ça souffle un peu. Ouais. Je peux essayer de remettre mon casque, si vous préférez. Voilà, en tenant mon micro ici, peut-être ça ira mieux. Ouais. Voilà. Donc, à l'issue de ce bilan de positionnement, effectivement, l'agent peut très bien ne pas avoir comme projet immédiat ou comme projet de rentrer en formation. À ce moment-là, son parcours va s'arrêter au bilan de positionnement. Peut-être que la formation compétence clé n'est pas la réponse qu'il souhaite à son évolution. On a eu le cas dans les agents qu'on a vus jusqu'à présent, une personne qui en fait voulait changer de métier, mais sans passer par une phase de compétences clés au préalable. Il voulait vraiment une formation technique sur un nouveau métier. Dans ce cas-là, nous, on l'oriente vers autre chose et on fait un petit retour à son employeur. Si on est dans le cadre des compétences clés, à ce moment-là, on peut l'orienter soit sur le module 1, qui est de 91 heures, soit 13 jours. Hein, c'est des sessions de 2 jours par semaine et qui posent à la fois sur tout le panel des compétences clés, à savoir la communication écrite, la communication orale, les principes de base de mathématiques et de repérage dans l'espace, et aussi l'apprendre à apprendre, l'autonomie, savoir se repérer aussi dans une relation d'équipe et dans une communication d'équipe. Donc, dans ce module-là, on va voir l'ensemble de tout cela. On est sur un niveau relativement bas, hein, sur des personnes qui ont une grosse difficulté à lire et à communiquer et à se repérer dans l'espace. Sur le module 2, qui est sur une dizaine de jours, on sera sur un niveau des personnes qui ont déjà une capacité de communication écrite compréhensible. Là encore, hein, on va travailler sur les 3 sphères, grosso modo, de communication écrite et orale, de mathématiques et de repérage, de bureautique et d'autonomie. Ces modules, jusqu'à présent, on les propose en inter, hein, c'est-à-dire soit sur nos sites de Toulouse. On m'entend très mal. Hein. Vous m'entendez très mal? Ça c'est brouillé en fait un peu, ouais. C'est brouillé, ouais. Ouais. Alors là, c'est peut-être un problème de connexion. Peut-être Cathy, tu peux reprendre la main, entendre un peu, si entendant un peu mieux. T'as pas le son, Cathy. Je disais, quand tu t'approches du micro, on t'entend un petit peu mieux. Peut-être on peut... Ceci, ça passe mieux. Ouais, il y a un souffle en fait. Ouais. En tout cas, je peux peut-être reprendre la main et n'hésitez pas à compléter pour reprendre ce que tu disais, hein, Véronique. Ce qu'on a dit, hein, il y a vraiment l'enjeu positionnement initial d'accueillir l'agent, mettre en confiance, recueillir des éléments sur le parcours, le poste et le projet, hein, de l'agent. Et puis, tu l'as bien dit, hein, d'évaluer les difficultés et les acquis. C'est important, ça aussi, les acquis. Hein, je le dis bien parce que, en fait, même si on est en difficulté ou en grande difficulté, on a forcément développé des acquis
par son parcours professionnel, personnel, donc sur le champ des compétences clés. C'est important de préciser aussi, mais Cathy, n'hésite pas à compléter que en fait, dans vos durées, les durées que vous préconisez, il y a des possibilités de reconduction de parcours à l'issue du positionnement final. Je ne sais pas si tu veux expliquer, Cathy. Oui, oui. C'est vrai que le positionnement est une phase assez importante parce que ça permet voilà, de dessiner des parcours. On est très vigilant à la valorisation des acquis. C'est vrai que c'est souvent, on a des publics qui arrivent avec un peu de crainte souvent. Donc, sur les parcours, les rythmes d'apprentissage peuvent être très différents entre les différents profils que tu as présentés. On voit bien qu'il y a forcément des rythmes d'apprentissage très très longs et donc voilà, les parcours peuvent être très variés et ça on le voit pendant le temps de formation. Donc on peut prolonger des parcours en fonction du projet, des besoins, de la disponibilité du candidat. Ouais. Et puis, il y a l'idée, donc c'est ça, c'est adaptable, parce que des fois, quand les établissements vous recevez comme un programme ou une présentation, c'est important d'avoir cette notion que c'est aussi dans le dialogue et dans les éléments que vous amenez en fait à AMS, alors via la NFH, Exactement. mais que AMS peut adapter, peut se dire, bah oui, tiens, il y a tel projet ou il y a tel besoin qui naît aussi d'un parcours. Des fois, c'est ça, il y a des besoins qu'on n'identifie pas au début parce que la situation de la personne, elle évolue en fait pendant son parcours de formation. Et on essaie aussi d'être à l'écoute des besoins, bien sûr, des établissements. Et les formations sont individualisées. Bon, forcément, c'est du collectif, mais en fonction du niveau de la personne, dans le même groupe, on peut avoir quand même des niveaux variables et des personnes qui ont des besoins variés. Et le formateur va s'adapter et proposer des exercices variés aux différentes personnes. Donc ça aussi, ouais, l'articulation dynamique de groupe, progression personnalisée, on précise bien parce que parfois, ce n'est pas évident de se représenter comment ça marche. Donc il y a l'individualisation en fonction du niveau, il y a l'individualisation en fonction du projet, du poste occupé. Et donc ça n'empêche pas le fait d'avoir des contenus en groupe, quoi. Je vois bien, on en a déjà discuté de comment vous fonctionnez. C'est pas chacun a son petit parcours individuel. La dynamique de groupe dans ces actions, elle est très importante parce que c'est très mobilisateur. Puis c'est aussi se reconnaître. Quand on est en difficulté, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en parlant d'illettrisme, mais c'est une caractéristique très forte. Les illettrés, souvent, ils se pensent comme seuls. Donc, d'un coup, de voir en fait qu'il y a d'autres personnes dans leurs difficultés, souvent, ça donne du courage parce qu'on voit les stratégies des uns et des autres. Donc, il y a beaucoup de partage. Et après, il n'empêche qu'il faut que chacun avance sur ses propres objectifs. Voilà. Et il peut y avoir de l'entraide entre eux, ce qui les aide aussi à se rassurer, à se conforter. Et certaines personnes vont avoir des compétences plus, être plus à l'aise sur les écrits, d'autres être plus à l'aise sur les mathématiques. Donc, voilà, ça tourne et le travail collectif permet aussi de se rassurer, de prendre conscience en soi dans sa capacité à apprendre et dans sa capacité à transmettre. Oui, tout à fait. Sur le positionnement final, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la fonction, sur comment ça se déroule? L'objet du positionnement final, d'une part, c'est de faire un peu le point sur la formation, de voir un petit peu ce qui a été acquis, le ressenti un petit peu du candidat. Et puis, on évalue, donc on réalise la même évaluation. Donc, le positionnement initial et le positionnement final, c'est la même évaluation, donc avec la formation en plus. Donc, nous, ça nous permet après d'évaluer ce qui vraiment a été acquis. Et on remet au candidat un livret pédagogique qui lui est personnel, voilà, avec tout le tracé de son parcours, voilà, avec ce qui a été acquis et ce qui reste encore à acquérir. Et puis, on met des préconisations, voilà, on lui donne des préconisations. Alors, pour rappel, mais on va le voir peut-être dans les parcours, voilà. Dans les candidats que nous avons eus jusqu'à présent, donc on a quand même une cinquantaine de personnes qui sont rentrées sur des phases de positionnement, qui ont suivi du module 1, du module 2. Donc, on a quelques parcours qui ont été réalisés comme ça. Par exemple, une personne qui était aide-soignante, qui souhaitait devenir infirmière, mais
était toujours bloqué au niveau du concours d'entrée. Donc, au positionnement, on l'a mise plutôt sur un module 1 parce qu'il y avait des grosses difficultés sur les compréhensions écrites et sur la transmission écrite et sur les mathématiques. Et ça lui a permis de prendre confiance en elle. Elle a poursuivi sur le module 2 parce qu'il y avait vraiment besoin d'aller plus loin pour elle par rapport à son projet. Et bon, elle devrait intégrer une prépa communautaire. On espère qu'elle réussisse son concours à l'issue de cette prépa communautaire. Une autre personne qui était ASH, mais ne pouvait plus pour des problèmes physiques occuper son poste d'ASH, devait se reconvertir sur un poste d'agent administratif. Bon, ben, au regard du positionnement, cette personne avait quand même des aptitudes suffisantes pour entrer en module 2 et ça lui a permis de revoir les bases et d'améliorer ses écrits professionnels. On était sur quelqu'un qui était allé à l'école, mais qui n'avait pas assez activé, pas assez lu, pas assez écrit durant plusieurs années. Donc, là, on était vraiment sur de la remise à niveau. Une autre personne qui souhaitait devenir aide-soignante, avec de grosses difficultés en bureautique et en écrit. Donc là, on est parti sur un module 1. Mais à l'issue de ce module 1, lors du positionnement, il s'est avéré qu'il y avait encore besoin de revoir des bases. Donc, on lui a demandé de repartir sur un module 1 plus court, adapté uniquement sur la communication écrite et bureautique, pour qu'elle puisse ensuite intégrer le module 2 et être plus armée pour rentrer en formation d'aide-soignant. Voilà. On a aussi eu le cas d'une personne d'origine étrangère mais scolarisée dans ce pays. Alors, la scolarité a été faite dans un pays latin, donc ce qui fait que cette personne commettait des fautes à l'écrit, mais qui le gênait dans sa communication aux autres. Mais un module 2 était suffisant pour lui pour se perfectionner au niveau des études. Voilà. Donc, c'est le type d'exemple de parcours et vous voyez que selon les parcours, on peut avoir des profils différents dans le même module qui nous obligent, mais qui correspondent aussi à leurs besoins, à individualiser le parcours. Et puis pour compléter, donc c'est important parce que c'est souvent une question, hein, mais comment on va faire si ce n'est pas des groupes de niveau? On a souvent ces questions en tant que prestataire de formation. En fait, c'est intéressant de comprendre qu'il y a plusieurs homogénéités et plusieurs hétérogénéités dans un groupe. Parce qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas le même niveau, mais qui ont un poste qui est similaire. Il peut y avoir des gens qui ont le même projet et qui n'ont pas le même profil d'apprentissage. Donc, vous voyez, c'est aussi de jouer un peu sur tous ces tableaux. Quand il y a du commun, en fait, dans un groupe, souvent, la sauce, elle prend. Et le commun, ce n'est pas forcément le niveau ou la problématique d'apprentissage. D'ailleurs, dans un groupe d'adultes, en fait, on n'a jamais des groupes d'adultes de même niveau. C'est très rare, hein. Je vais reprendre la main parce qu'on t'entend très mal quand même, Véronique, je suis désolée. J'ai peur que ça brouille un petit peu, mais n'hésitez pas quand même à corriger ou à compléter si jamais je dis une bêtise, mais simplement pour rappeler le fonctionnement que vous avez à AMS. Donc, bien sûr, les établissements, vous vous adressez à l'ANFH pour faire vos demandes, ça vous le savez. Les positionnements se passent en présentiel. Et il y a des groupes qui sont actuellement montés en inter-établissement, donc à Toulouse et à Montpellier. Mais il faut bien savoir que AMS peut monter des groupes en intra au plus près des établissements. Donc, il ne faut pas s'interdire aussi de réfléchir à des stratégies. Certains établissements, vous êtes des gros établissements, vous avez peut-être des potentiels pour faire des groupes avec vos agents, en fait. Donc, ça peut être intéressant parce que c'est pouvoir aussi faire des groupes au sein de vos établissements. Il y a une proximité, il y a aussi une articulation parfois plus forte à vos problématiques spécifiques. Voyez, donc ça, c'est intéressant de le penser. Et puis, donc, AMS propose donc, pour le module 1 un mix présentiel et distanciel. Et pour le module 2, peut proposer donc, la formation entièrement en distanciel. Alors, je ne sais pas si vous voulez préciser comment vous vous y prenez, parce que ça peut paraître surprenant avec ces publics, mais je sais que vous savez le faire. Est-ce que l'une d'entre vous voulait juste apporter un complément là-dessus ? En fait, AMS dispose d'une plateforme numérique qui s'appelle AMS Connect.
Donc, qui nous permet en fait d'être assez outillés. Puis bon, on travaille depuis longtemps avec l'ANFH, et donc on dispose, on a, j'ai envie de dire, une bibliothèque numérique assez importante qui nous permet d'avoir voilà, des outils contextualisés aux différents métiers dont on a parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu ce qui nous permet d'être assez équipés pour la formation à distance. Voilà. Après, l'alternance sur le module 1, il y a une alternance, et cette alternance est intéressante parce que voilà, varier les modalités d'apprentissage sont souvent très enrichissantes, on va dire. Voilà. Voilà ce que je peux préciser. Je ne sais pas si vous avez... Ce qui veut dire, juste pour compléter et mettre une alerte quand même à l'organisation de la formation, ça veut dire quand même que les personnes doivent quand même avoir un accès à un ordinateur avec visio et son, soit chez eux, soit au sein de leur établissement, pour pouvoir suivre la formation correctement. On a mis en place ces formations distancielles parce que la région Occitanie est aussi une région vaste, et ça permet d'éviter trop de déplacements sur un parcours qui est quand même conséquent. Hein. Donc voilà. Et c'est pour toucher le plus grand nombre parce que on sait aussi que pour des publics de bas niveau de qualification, la mobilité est difficile à mettre en œuvre sur les capitales entre guillemets de Toulouse et Montpellier. Donc, le mix présentiel pour des modules 1 permet quand même aux personnes d'être un peu plus à l'aise sur les outils et sur la communication avant de se mettre en distanciel. Et ça fonctionne très, très bien, le distanciel, même avec des personnes de bas niveau. Ce n'est pas un souci. Ils sont même, souvent, des personnes d'origine étrangère sont très à l'aise avec des outils Zoom et autres. Donc, ce n'est pas un gros frein à ce niveau-là. C'est aussi un moyen, au niveau de la pédagogie, de les rendre autonomes sur des outils informatiques. Donc, ça, ce double avantage, à la fois de leur éviter des déplacements et d'accroître la pédagogie par le distanciel. Et puis, donc, il y a bien une vérification à l'entrée que les personnes vont être en capacité, en fait, de le suivre. Parce qu'évidemment, le proposer comme ça, sans vérifier, ce que disait Véronique, c'est important, l'accessibilité déjà à l'outil, et puis la capacité à maîtriser suffisamment l'outil numérique, même si après, c'est travaillé tout au long de la formation. Si jamais les personnes ne sont pas équipées ou que l'établissement ne peut leur donner accès à un ordinateur, ils peuvent venir en tiers-lieu dans les locaux d'AMS, c'est possible. Maintenant, on ne couvre pas toute la région Occitanie, on est plus sur certains sites. Je précise juste, du coup, c'est important parce que c'est bientôt, vous voyez. Donc, vous avez des positionnements qui sont organisés les 14, 16 et 28 juin à Toulouse et les 16 et 28 juin à Montpellier. Et puis, il va y avoir des parcours qui vont commencer, qui sont encore, on va dire, il y a encore des places, c'est bien ça. Donc, le module 1 du 19 septembre au 14 novembre 2022 et le module 2 du 22 septembre au 21 novembre. C'est plutôt pour vous donner envie, les établissements, de positionner des agents, puisque bien sûr, ces informations, vous pourrez les retrouver via l'ANFH. Et puis, vous aurez le support en plus qui vous sera envoyé. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Il nous reste des places sur les positionnements du 28 juin. Et ça nous permettra aussi de conforter les groupes, parce qu'il nous faut quand même un minimum d'agents pour pouvoir maintenir des dates de formation. Alors ça aussi, oui, sur les effectifs, on ne l'a pas précisé. Je reviens dessus. L'idée, c'est d'avoir des groupes qui ne sont pas trop nombreux non plus, puisque vous l'avez compris, il y a une individualisation qui est forte. Mais voilà, à partir de 6, si je ne me trompe pas, c'est possible de lancer un groupe. Voilà. Et ça va jusqu'à 10-12 selon les problématiques. Ouais. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, Cathy. Pardon, les positionnements, c'est par groupe de 3, en fait. 3 personnes positionnées sur une demi-journée. Voilà. Est-ce que parmi les établissements présents, parce qu'on a abordé des dimensions très concrètes, en fait, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques?
Oui, moi j'en ai une. Est-ce que ces formations, à l'issue de ces formations, les agents ont une attestation? Et est-ce que ces attestations, par exemple, peuvent remplacer le B2, niveau nécessaire pour accéder à la formation d'AS, par exemple? Alors, je me permets de répondre, mais je sais. Non, Ouais. Non, je Véronique, je pense sais pas. pas. Ouais, il n'y a pas. Alors, il y a pas de correspondance, quoi, en fait, parce que vous voyez, Ouais. comme c'est le B2, c'est vraiment un niveau de langue. Donc, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si tout le monde connaît, il y a un référentiel des langues, hein, donc il y a le cadre européen commun de référence qui établit des niveaux de langue. Voilà, pour toutes les langues d'ailleurs européennes, hein, c'est pas que le français. Et en fait, le niveau, il y a des niveaux qui peuvent être demandés, soit pour l'accès au séjour en France, soit pour la nationalité, soit pour l'accès justement à certains concours ou certains emplois. Et en fait, comme la formation compétences clés, on est sur un ensemble de compétences clés, c'est pas du tout le même référentiel, voyez. Donc après, moi je dirais plutôt non. Ça n'empêche pas que des choses qui sont travaillées dans la formation peuvent servir à une personne à valider par ailleurs le niveau B2. Vous voyez, mais ce n'est pas strictement correspondant, en fait. Hein. Oui, voilà, je pense qu'il faudra que cette personne passe un test de langue. Et on peut, dans le cadre de la formation, au moins la guider sur le type de test, l'entraîner un petit peu. Voilà ce qu'on peut faire pendant la formation, mais à aucun moment, on ne peut attester d'un niveau B2. Ouais. Ça répond à votre question? Ouais. Moi, j'ai une petite remarque. Donc, je suis Catherine, je gère un CHRS. Effectivement, quand on parle de compétences clés, l'informatique, maintenant, dans le social, prend de plus en plus d'ampleur dans les outils, mais y compris dans les accompagnements sociaux pour réduire la fracture numérique. Et là se pose la question, effectivement, des générations qui ne sont pas nées avec l'informatique. Donc, j'ai entendu qu'il y avait des possibilités de formation en intra. Je trouve ça particulièrement intéressant et ça permet de développer des cultures informatiques en intra. Voilà, c'est une petite remarque parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Je me permets de compléter ce que vous dites par rapport à l'intra. C'est vrai parce qu'il faut se dire que le travail d'articulation au contexte, c'est un travail minutieux. Hein. Les organismes de formation qui le font, en tout cas, c'est de l'analyse, en fait, vraiment Parce que vous voyez, quand on parle des postes, il y a les postes sur la fiche de poste, puis il y a comment ils sont vraiment mis en œuvre dans la situation de travail. Et donc, ce que vous dites sur l'informatique, d'ailleurs, c'est vrai sur les autres savoirs aussi, c'est que le plus, nous, les organismes de formation, alors là, je prends ma casquette prestataire comme AMS, on a accès à vos outils, comment ils sont utilisés, quelles sont les demandes, les injonctions, voilà, les complexités, en fait, le plus la formation sera efficace. Donc, bien sûr, ouais, tout à fait. Dans le cadre d'intra, on pourra effectivement s'appuyer sur vos outils internes pour pouvoir contextualiser des écrits professionnels ou l'usage du numérique via l'Internet interne que vous pouvez avoir. Je suis désolée, je ne vous entends pas. Je vais reformuler, Véronique, j'ai entendu, de parler de la contextualisation en fait, par rapport aux outils que vous pourrez fournir et à vos demandes spécifiques. Dans le cadre d'intra, voilà, ce qu'on disait, c'est encore plus, c'est possible aussi en inter parce qu'en fait, c'est le lien entre les établissements et le prestataire de formation. Donc ça, je me permets une parenthèse d'ailleurs, c'est que quand vous positionnez des agents, c'est bien de vous dire est-ce que je suis prêt aussi à suivre leur parcours. Alors quand je dis suivre leur parcours, c'est pas forcément très très engageant en temps en fait, mais c'est pouvoir justement fournir ces informations. J'ai identifié que mon agent, il est en difficulté là-dessus par rapport à son évolution. J'aimerais qu'il soit capable de, utiliser ça. Ça ne veut pas dire que vos souhaits seront exaucés, entre guillemets, parce qu'après, c'est le prestataire qui peut dire, ça, c'est trop difficile dans le cadre d'un premier parcours, il faudra 2 parcours. Vous voyez, qui peut vous faire un retour, en fait, sur ces attentes-là. Qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui l'est moins. Mais en tout cas, d'avoir votre expression en tant qu'établissement sur votre vision des choses, c'est très intéressant pour la qualité de la formation derrière. Je vais avancer un petit peu. Avant d'avancer, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur le dispositif? Non. Merci beaucoup, Catherine. Alors, sur le repérage, l'orientation, je vous l'ai dit, on ne va pas le détailler maintenant, puisque ce sera l'objet aussi d'ailleurs d'un atelier d'approfondissement plutôt en présentiel.
Simplement, il faut avoir conscience, et en particulier pour les personnes en situation d'illettrisme, mais pas que, parce qu'il peut y avoir des cas particuliers de personnes de langue maternelle non francophone qui ont aussi développé des freins, en fait. Il y a bien sûr des freins à ces formations, parce que ce n'est pas des formations qui sont anodines. Vous voyez, ce n'est pas comme des formations obligatoires ou des formations, on va dire, très métiers, en fait, où les personnes vont tout de suite voir le sens, y aller, qui ne mobilisent pas forcément trop de temps. Donc, ils sont de diverses natures, les freins. Donc, il y a bien sûr la honte, la peur d'être stigmatisé. Donc là, c'est la question d'être démasqué, quoi, si vous voulez. Il y a l'appréhension, donc la peur que la formation soit scolaire. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'on passe un moment à vous présenter quand même le dispositif et son fonctionnement. C'est que vous, les personnes qui pouvez orienter des agents, c'est bien d'avoir en tête que ce n'est pas scolaire du tout, justement, que c'est vraiment des formations pour adultes. Mais bon, des fois, il ne suffit pas de le dire, donc c'est bien de pouvoir donner des exemples. Donc, j'espère que les exemples qu'on vous aura fournis aujourd'hui, ça peut vous donner des idées. Si vous êtes confronté à un agent qui vous dit « mais moi, j'ai quitté l'école il y a 20 ans, il y a 30 ans, je n'ai pas envie d'y retourner ». Voilà. Des fois, il peut y avoir des gens qui ont une volonté de se former, mais qui ne connaissent pas en fait les dispositifs, voire ils n'ont pas identifié, justement parce qu'ils sont en difficulté sur ce champ, les manières de demander des formations. Moi, j'ai souvent rencontré des gens qui, finalement, au bout de quelques années, étaient arrivés chez nous et qui disaient « mais moi, ça fait des années que je la demande, cette formation ». Puis, en fait, en discutant avec cet agent, je m'étais rendu compte que la personne, elle ne demandait pas par les bons canaux. Elle ne savait pas, en fait, comment ça se passait. Donc, ça aussi, il faut en avoir conscience, qu'il peut y avoir des gens qui ont envie, mais qui ne savent pas comment s'y prendre du tout. Et puis, il y a quand même la question de l'organisation du travail. Donc, comme c'est des formations qui sont relativement longues, évidemment, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourrait approfondir dans le cadre d'un atelier plutôt sur la stratégie des établissements, comment on organise ces formations au sein d'un établissement, comment est-ce qu'on prend en compte tous les impacts de ces formations, puisque si on n'est pas remplacé, on a peur d'être mal vu. On n'est pas là pendant une journée, 2 journées, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Et d'ailleurs, c'est vrai parfois qu'il y a ce retour que les collègues ils me font la réflexion quand je reviens au travail le lendemain, vous voyez. Surtout si l'objectif de la formation est mal compris, mal partagé. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de communiquer autour de ces formations pour que chacun, encore une fois, il trouve son intérêt. Voilà, pour pas que ce soit vu comme une charge, en fait, uniquement. Donc c'est ça, les leviers. Alors pour l'agent, donc c'est vraiment la formation, elle peut être une solution à des problèmes récurrents. Donc, il faut se dire que même si on est en situation d'illettrisme, par exemple, ou qu'on a enfoui un certain nombre de difficultés dont on n'a pas envie de parler, bien souvent, quand on nous ouvre une porte, c'est quand même un soulagement. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement des stratégies qui mobilisent de l'énergie aussi, qu'à un moment, on a envie de s'en débarrasser. Et puis, il ne faut pas oublier que si c'est présenté comme quelque chose qui peut permettre d'évoluer, c'est mon dernier point, tant au niveau professionnel que personnel, il y a quand même un enjeu positif à se former. Donc, souvent, ça peut être le résultat d'un cheminement qui est un peu long. Ce n'est pas forcément rapide, le déclencheur, mais par contre, de vraiment permettre à l'agent d'y voir son intérêt. Le fait que c'est adapté au niveau de chacun, donc je reviens là-dessus, ça c'est vraiment très important parce que vous voyez, des personnes qui savent par exemple pas lire ou très peu, eux, ils vont se dire c'est pas pour moi d'emblée parce que la représentation de la formation, c'est quand même, il y a le tableau, il y a des documents, je ne vais pas pouvoir comprendre, ça va aller trop vite. C'est aussi de dire, comme il n'y a pas de niveau à viser dans le cadre de cette formation, puisqu'on ne passe pas d'examen à la fin de cette formation, on ne passe pas de tests spécifiques, en fait, il n'y a aucun enjeu pour le prestataire à vous faire courir dans cette formation. Vous voyez, ça, c'est de bien le comprendre. L'enjeu pour nous, les prestataires de formation et pour les agents, c'est de progresser chacun à son rythme en fonction d'objectifs qui sont définis pour chacun. Donc une personne qui ne sait pas lire ou très peu, évidemment qu'elle ne va pas lire un roman en sortant de la formation, ce n'est pas l'enjeu. Mais par contre, se repérer, avoir accès à un peu plus de sens dans des documents qu'elle rencontre. Aucun prérequis n'est exigé, ça rejoint un peu ce que je dis, mais ça, il faut un peu le marteler, si vous voulez, parce que bien souvent, même, je ne sais pas, Cathy, toi qui réalises des positionnements, tu pourras aussi témoigner, mais quand on fait des positionnements, même après un échange long, alors ça peut devenir une blague si vous voulez, mais il y a quand même, est-ce que j'ai réussi le test pour rentrer, alors que, voyez, on explique bien qu'en fait, c'est plutôt un positionnement pour avoir des infos. Ce n'est pas un positionnement pour recaler ou bien admettre des gens. Ou en tout cas, les gens qui, s'ils ne poursuivent pas, c'est simplement parce que la formation ne leur correspond pas. Ce n'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas le niveau requis. Cathy, tu veux compléter? Non, mais c'est vrai qu'on a mis en place un entretien individuel qui permet de un petit peu d'être un peu plus dans la confidence et souvent de dédramatiser à la fois le positionnement et la formation. Voilà.
parce que majoritairement, c'est de la crainte qu'on rencontre, une petite peur. Voilà. Donc cet entretien est assez fondamental en fait. Et il permet aussi de mettre le doigt des fois sur des incompréhensions, parce que par exemple, quand c'est normal dans les services, quand vous ne connaissez pas forcément très bien ce dispositif, déjà parce qu'il est, il est un peu dense, il est un peu complexe en fait, donc c'est pas évident forcément pour des cadres, par exemple, de s'approprier tout le discours là qu'on tient. Et du coup, des fois, l'entretien, il y a des personnes qui arrivent en disant mais pourquoi on m'a envoyé là, je comprends pas, est-ce que je suis nulle, quoi, vous voyez. Donc c'est aussi, ça permet vraiment de dire mais non, pas du tout, au contraire, et de réavancer justement tous ces arguments sur les aspects positifs à la formation. Voilà, alors là, on vous dépeint un tableau qui est un peu. Il y a beaucoup de gens qui y vont volontiers quand même. Je le dis parce que sinon, ça va paraître très difficile. En tout cas, pour en parler, il y a vraiment cette idée. Alors, chez vous, vous voyez, là, je sais que vous êtes des personnes avec des fonctions très variées dans ce webinaire, donc vous allez pas avoir la même place. C'est intéressant de se questionner sur, en tout cas pour des personnes qui ne sont pas facilement mobilisables, en tout cas qui ont des difficultés à dire leurs difficultés. Pardon, je dis 2 fois difficultés, ils sont un peu bloqués en fait là-dessus. C'est important de se dire, mais qui va lui en parler ? Parce que vous voyez, il peut y avoir bien sûr les cadres qui sont des personnes qui sont au contact direct, mais parfois, vous voyez, le lien hiérarchique fait que ça peut être complexe, en fait, que ce soit le cadre qui en parle. Donc, des fois, il peut y avoir le détour, passer par un collègue, en fait, de confiance. D'ailleurs, la personne qui compense, souvent, c'est quelqu'un qui peut être associé, en fait, au processus, en fait, de repérage et de pouvoir discuter de ça avec les agents. Mais parfois, il va y avoir des personnes un peu plus extérieures, vous voyez, du service formation ou RH dans le cadre d'un entretien, par exemple, qui peut évoquer le sujet. Donc ça, encore une fois, on y reviendra en présentiel dans les ateliers parce que c'est vraiment des méthodologies, en fait. Ça ne s'explique pas comme ça en 10 minutes. Mais c'est intéressant quand un établissement il se penche vraiment sur cette question de se dire que tout le monde n'a pas la même fonction pour développer ce dispositif et qu'il peut y avoir des complémentarités entre les différentes fonctions pour mettre en œuvre ce dispositif. En tout cas, il faut saisir une occasion pour en parler simplement. Ce n'est pas forcément de convoquer la personne pour lui parler de ça. Donc, c'est vrai que l'entretien d'évaluation ou l'entretien professionnel, c'est une bonne occasion puisqu'on aborde des dimensions qui sont très liées, bien sûr, à la question de la formation. C'est aussi des fois pour ne pas stigmatiser les personnes ou qu'elles ne se sentent pas visées personnellement, quoi. C'est vraiment de partir du constat partagé d'une difficulté. Vous voyez, il y a un changement. Donc, dire, voilà, ce document, cette procédure, c'est nouveau. Donc, c'est normal d'avoir besoin de se former pour mieux comprendre. De prendre un exemple personnel. Moi, quand on a mis en place tel logiciel, je n'y serais pas arrivée toute seule, donc je me suis formée. Vous voyez, pour qu'en fait, il y ait un écho chez la personne. C'est aussi d'émettre des hypothèses sans pointer la personne du doigt. Vous voyez, j'ai l'impression que parfois là-dessus, tu te sens un peu en difficulté. Est-ce que tu as envie qu'on en parle ? Voilà. Et puis, c'est valoriser en fait, le fait de reconnaître des difficultés. Encore une fois, être capable de reconnaître ces difficultés, c'est quand même montrer qu'on veut avancer. Donc, c'est une démarche qu'il faut valoriser. Par rapport à tout ce qu'on a dit, je vais passer à la partie très, très concrète. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations ou des témoignages aussi Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà eu l'expérience de positionner des personnes en formation ? Est-ce que vous avez des retours ? N'hésitez pas. Même dans le chat, si vous êtes un peu timide pour prendre la parole. Pas de... Alors, est-ce qu'il y a des... Dans le chat, peut-être ? Aucune question. OK. Très bien. Alors, je vous propose en tout cas de visualiser un petit peu des ressources que vous avez aussi à disposition. Alors déjà, il y a ces fameuses journées, donc on l'a dit, je vous propose de bien noter les dates si c'est une thématique qui vous intéresse, mais c'est aussi pour associer d'autres personnes de vos établissements qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui. Donc ce sont des journées d'atelier en présentiel, on vous donnera tous les détails bien sûr, donc le 10 octobre à Montpellier, le 11 octobre à Toulouse. J'ai expliqué que dans ces ateliers, donc, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des ateliers que moi, je peux proposer en fait sur ce modèle-là. Par exemple, repérer, accompagner les agents ou bien établir un plan d'action pour déployer le dispositif 4C dans son établissement, améliorer, communiquer en interne autour du dispositif.
Mais il peut y avoir, ça a été dit en introduction, hein, vous avez peut-être des besoins spécifiques en fait en tant qu'établissement, des choses que vous aimeriez creuser. Donc la NFH récoltera aussi vos demandes parce que c'est des ateliers qui sont tout à fait adaptables en fait hein, aux besoins. Vous voyez là, on est dans un temps de webinaire où c'est très descendant et c'est normal parce que vous êtes quand même nombreux et nombreuses et puis on vous donne pas mal d'informations. Dans ces ateliers, l'idée, c'est plutôt que vous soyez en plus petit groupe et que vous puissiez vraiment participer, amener vos expériences, vos questionnements. Et comme je le disais, repartir avec des sortes de mémos, si vous voulez, un petit peu des points clés, des choses à mettre en œuvre, en fait, hein, au sein de vos établissements pour mettre en place ces dispositifs 4C. Je vous invite aussi à aller regarder le site internet de la NFH. Donc, quand vous recevrez ce support, hein, vous voyez, c'est un support interactif, donc n'hésitez pas à aller voir les liens. Vous avez une boîte à outils qui est assez bien fournie, en fait, avec des films qui expliquent ce que sont les compétences clés, ce qu'est le dispositif 4C, et puis des petites plaquettes voilà, qui sont vraiment bien faites sur le dispositif. Donc, c'est aussi utile pour vous si vous avez envie de revoir des choses et puis éventuellement aussi de diffuser autour de vous ces informations. Je vous ai mis également donc, du coup, tous les contacts dont vous pouvez avoir besoin. Alors évidemment, les contacts de la NFH, je pense que vous les avez déjà, et le lien vers le site internet, hein, donc Midi-Pyrénées et puis Languedoc-Roussillon. Voilà. Et puis, vous aurez aussi donc, tous les contacts d'AMS Grand Sud, hein, qui est le prestataire. Voilà, donc même si les positionnements, l'organisation passe par la NFH, il n'empêche que pour des réponses très pratiques sur des questionnements que vous pouvez avoir, n'hésitez pas aussi à vous adresser directement au prestataire. Et puis, comme on le disait, le lien entre établissement et prestataire, il est fondamental en fait, hein, pour la réussite de ces parcours et rendre concret les parcours de formation. Et enfin, je vous ai mis donc mon contact. Alors là, c'est bien sûr moi en Occitanie, vous l'avez compris, on n'intervient pas en tant que prestataire, nous l'ALPES, mais par contre, si vous avez des questionnements plus larges sur les compétences clés, voilà, des points de précision, moi, je suis tout à fait ouverte à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je vois que... Donc, Jean-Baptiste vous envoie le lien vers la présentation. Hein, donc, vous voyez, c'est un lien Internet Geniali. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et puis, je renverrai aussi le PDF, en fait, hein, à la NFH qui vous le transmettra. Je vous invite également à renseigner donc, le questionnaire d'évaluation hein, par rapport à ce webinaire. Donc, c'est important d'avoir vos retours. C'est des prestations qu'on fournit pour la NFH au niveau national. Est-ce qu'il y avait suffisamment d'informations? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller plus loin? C'est vraiment important d'avoir vos retours là-dessus. Donc, Jean-Baptiste, mon collègue, vous mettra aussi dans le chat le lien vers ce questionnaire. Donc, n'hésitez pas à le remplir dans la foulée. Comme ça, voilà, vous n'aurez pas à y revenir parce que bien souvent, après, on oublie. On a d'autres choses à faire. Voilà pour ma partie. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Est-ce que vous souhaitez intervenir côté ANFH peut-être pour apporter des précisions? Écoutez, je pense que votre présentation, tant Claire Max que Véronique, que Martin et Claire et Cathy Miguel, pardon, ont été très très claires. En tout cas, ça nous a apporté, j'espère, pour les participants, un éclairage sur le dispositif national compétences clés. Vous avez bien compris que l'ANFH ainsi que AMS Grand Sud et ALPES sont là pour vous accompagner les établissements pour se saisir de ce dispositif, tant au niveau de comment déployer, comment communiquer sur le dispositif compétences clés, que pour accompagner les agents qui peuvent être concernés par les compétences clés. Voilà, je pense que si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers AMS ou ALPES. Encore une fois, il reste des places pour les bilans de positionnement, comme l'a précisé Véronique. Je peux vous dire de plus, les ateliers, effectivement, nous reviendrons, Florence et moi-même, vers vous pour collecter vos besoins sur les thématiques que vous désirez déployer, sur lesquelles vous désirez travailler lors de ces ateliers. Et encore une fois, ce dispositif, il peut être déployé en intra
c'est-à-dire aussi bien en intra-GHT, en intra-établissement, au plus près des agents, si vous avez suffisamment d'agents qui sont concernés par le dispositif. Voilà, et puis peut-être avant de terminer, je tenais quand même, je tiens à remercier donc Madame Claire Marx, Véronique Martin et Cathy Nickel pour ce webinaire et cette présentation sur le dispositif. Moi, j'invite les établissements, les personnes qui ont participé à ce webinaire de communiquer sur ce dispositif. N'hésitez pas à diffuser le lien, puisque le webinaire va être retransmis en replay. Le lien sera également sur les pages web de chacune des délégations. Et puis, vous avez également, comme l'a très bien précisé Madame Marx, vous avez un onglet sur le site de la NFH, sur l'onglet thématique. Vous avez une page dédiée au dispositif compétences clés où vous allez retrouver un certain nombre d'outils que vous allez pouvoir télécharger et utiliser voilà, pour communiquer sur le dispositif compétences clés ANFH. Voilà, Florence, peut-être. Non, rien, tu as tout dit, donc je ne vais pas rajouter. Merci à tout le monde. Voilà, puis peut-être juste également excuser Aude Delpech, qui a eu un empêchement au dernier moment et qui n'a pas pu conclure ce webinaire. Voilà. Merci.